Devant l'échec des négociations entre les États-Unis, l'Europe et la Russie autour de la question de l'Ukraine, plusieurs craignent le risque de voir la région s'embraser de nouveau et que les forces ukrainiennes et pro-russes ne reprennent activement les combats pour la première fois depuis le déclenchement des opérations militaires enclenchées en 2014. Qui est responsable de toute cette situation? La Russie a-t-elle violé ses engagements pris à l'occasion des mémorandums de Budapest de 1994 où le Kremlin s'est engagé à ne pas violer la souveraineté de l'Ukraine, de la Biélorussie et du Kazakhstan en échange du transfert de leurs missiles nucléaires soviétiques qui s'étaient retrouvés par défaut sur leur territoire suite à l'effondrement de l'Union soviétique. Cela ne fait aucun doute. Mais cela fait-il pour autant de Vladimir Poutine un nouvel Hitler avec lequel toute négociation est fondamentalement immorale et que se plier à ce jeu avec lui reviendrait essentiellement à rejouer la politique de l'apaisement des accords de Munich de 1938? Sommes-nous en train de choisir le déshonneur au lieu de la guerre, alors que nous serons frappés à terme par le déshonneur et la guerre, pour reprendre la célèbre formule de Winston Churchill? Je ne crois pas. Car, contrairement aux tyrans nazis, la Russie n'est pas et n'a jamais été dans une logique expansionniste, malgré ce qu'en dit la presse occidentale, mais plutôt dans une logique purement défensive. La thèse d'un président russe nostalgique de la grandeur de l'Union soviétique et désireux d'en recréer les frontières de jadis est certes palpitante, mais n'a rien à voir avec la réalité. L'intransigeance du Kremlin sur la question ukrainienne ainsi que ses demandes actuelles rappellent celles formulées contre la Géorgie en 2008 où l'armée russe était intervenue militairement contre Tbilissi. En effet, contrairement aux engagements oraux pris en 1990 par George Bush et Mikhail Gorbatchev, les États-Unis ont refusé de geler l'expansion de l'OTAN dans les anciens pays du pacte de Varsovie, y voyant une occasion d'y solidifier leur hégémonie de l'après-guerre froide, tant et si bien que Moscou voit maintenant des troupes occidentales mener des entraînements de grande envergure à quelques kilomètres seulement de sa frontière. Dans les circonstances, comment réagirait Washington si une puissance étrangère en faisait autant en déployant, par exemple, des missiles nucléaires à quelques kilomètres de son territoire? La question est évidemment purement rhétorique, et nous savons maintenant depuis la crise des missiles de Cuba de 1962 que pareille initiative ne serait jamais tolérée. En fait, l'exclusion de toute influence étrangère en Amérique fait partie intégrante de la stratégie états-unienne depuis la doctrine Monroe élaborée en 1823. Il faut donc prendre la peine, quelques instants, de se placer dans les souliers de l'autre pour comprendre la raison pour laquelle Moscou reproche aux États-Unis d'avoir non seulement manqué à ses promesses, mais aussi de prêcher une vision du monde que son propre gouvernement se refusait à accepter s'il en était lui-même la victime. Donc il semblerait que Washington refuse d'appliquer à autrui sa propre logique géostratégique. L'intransigeance de la position canadienne dans le dossier ukrainien est, il faut bien l'admettre, indirectement proportionnelle non seulement à son soft power, mais aussi à son hard power. Il est en effet bien difficile de concevoir en quoi un pays qui s'est graduellement marginalisé dans le monde des relations internationales depuis les 20 dernières années et qui s'est aliéné au cours de cette même période de temps les grandes puissances émergentes que sont la Chine et la Russie peut maintenant avoir le moindre poids politique sur la suite des choses. Cela est aussi en grande partie le résultat éclairant d'une prise en otage de notre politique étrangère par des diasporas étrangères qui ont maintenant acquis un poids électoral de première importance. Et c'est le cas des individus d'origine ukrainienne dont le poids de près d'1,5 million d'individus fait désormais la différence dans au moins une vingtaine de circonscriptions électorales au pays. Justin Trudeau le sait fort bien, puisque la très influente Chrystia Freeland ne cesse de lui répéter étant elle-même d'origine ukrainienne, ainsi que les conservateurs qui ont, au cours des derniers jours, insisté pour que le Canada mène une politique encore plus proactive en soutien à l'Ukraine. Une attitude à faire rêver et qui rappelle un général polonais réclamant à la suite de l'invasion de son pays par l'Allemagne en 1939 davantage de chevaux et de baïonnettes pour faire face aux chars d'assaut hitlériens.
Il faut bien admettre que cette prise en otage de notre politique étrangère empêche désormais le Canada de voir dans les conflits entre grandes puissances de faire preuve d'opportunisme et d'initiative en s'immisçant sans y être invité dans ses oppositions afin d'en débloquer les tensions. Voilà ce qu'il faut retenir de l'héritage de Lester B. Pearson, qui a ainsi fait œuvre utile lors de la crise de Suez dans les années 1950 en inventant les casques bleus. Belle et grande initiative qui a néanmoins exigé de sa part courage, détermination et imagination face à des pays beaucoup plus puissants et influents que le Canada. Les circonstances créent des opportunités, surtout pour des puissances moyennes comme le Canada. Malheureusement, en étant prisonnier des intérêts de certaines diasporas étrangères et de la volonté électoraliste de leur plaire, le Canada est devenu le principal responsable de sa propre impuissance et de manière parallèle à sa marginalisation internationale. La crise actuelle en Ukraine le démontre malheureusement très bien et c'est bien malheureux pour nous et pour le monde.